Pourquoi l'UFC a signé Kaya Sakura? Parlons maintenant d'une autre raison pour laquelle l'UFC a signé Kaya Sakura. Et cette raison est le marché MMA japonais qui est énorme, même si en Europe et en Amérique du Nord, c'est un marché qui passe un peu sous le radar. Le marché asiatique, en MMA en particulier, est très énorme. Avec Asakura, vous avez une véritable superstar du MMA japonais, qui est actuellement le plus grand marché inexploité pour l'UFC. Quand on regarde les marchés que domine l'UFC a pratiquement une domination mondiale. L'UFC écrase toutes les autres organisations dans toutes les autres régions. En Europe, l'UFC est au top. En Amérique du Nord, n'en parlons même pas. Même en Afrique, il n'y a pas vraiment d'organisation. Mais clairement, avec les champions africains, l'UFC est aussi au top. Le seul endroit où l'UFC ne domine pas complètement le marché, c'est l'Asie. L'Asie a toujours été un territoire compliqué pour l'UFC et pour le MMA en général. Les deux plus grandes organisations de combat de l'histoire du Japon étaient le K1 et Pride, qui ont connu des chutes brutales en grande partie à cause de leur lien avec le crime organisé. Pas vraiment le genre de problème facile à résoudre pour l'UFC. Cependant, ces 10 dernières années, la scène asiatique du MMA a beaucoup changé. Il y a par exemple le One Championship qui est basé à Singapour, qui s'est surtout concentré sur des pays comme la Thaïlande et les Philippines. Au Japon, on a le successeur spirituel du Pride, qui est le Rizin, qui continue de bien fonctionner en termes de qualité et d'audience. Sans oublier aussi la scène japonaise de kickboxing avec la résurgence de K1 et du Rise. L'UFC doit forcément être un peu préoccupé par cela. Actuellement, l'UFC dispose d'un pouvoir de négociation sans égal avec les combattants. En dehors de l'UFC, il n'existe pratiquement aucun autre endroit offrant une rémunération comparable pour les athlètes. Certaines organisations peuvent conserver quelques stars grâce à des contrats très lucratifs ou des politiques plus souples en matière de sponsoring, mais globalement, rien ne rivalise vraiment avec l'UFC. D'un point de vue équilibre parfait entre croissance, performance de l'organisation et salaire des combattants. Cet équilibre est vraiment présent à l'UFC, en particulier pour les combattants qui arrivent à se hisser dans le top 15 ou au top. Et l'UFC veut que ça reste ainsi. Cela pourrait par contre commencer à changer si une autre organisation parvenait à décrocher des droits TV, des droits télé très lucratifs, des investissements importants ou des sponsors très solides. Et il n'y a pas de meilleure région pour cela que l'Asie. L'UFC a déjà préparé son entrée dans le marché asiatique depuis un certain temps. En se concentrant sur un marché sous-développé, même prometteur comme la Chine, l'UFC a par exemple fait des investissements considérables dans les combattants chinois, notamment via un institut de performance à Shanghai. Ils ont réussi à avoir un champion ou du moins une championne en Weili Zheng. Ils ont réussi à avoir un contender ou du moins une prétendante au titre en Xiaonan Yan, et ils continuent de vraiment bâtir en fait ce vivier chinois. Ces bases solides en Chine permettent désormais à l'UFC de regarder au-delà, et il semble que leurs yeux soient désormais tournés vers le Japon. En termes de talent brut, le Japon est probablement le plus grand marché pour les sports de combat en dehors des Amériques, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Mais depuis l'effondrement de Pride et de K1 dans les années 2000, les sports de combat sont restés relativement en sommeil au Japon pendant la majeure partie des années 2010. Cependant, la tendance commence à s'inverser aujourd'hui avec le Rizin qui est en pleine forme et une nouvelle ère d'or de kickboxing japonais grâce au K1 et au Rise. Le marché n'a probablement jamais été aussi chaud en ce moment. Pour l'UFC, il ne s'agit pas seulement de prendre une part de ce marché. Une autre raison clé pour laquelle il s'intéresse au Japon, c'est la qualité des combattants. Cela pourrait surprendre les fans de MMA qui ne regardent que l'UFC, mais les combattants japonais sont incroyablement talentueux. Par exemple, au kickboxing, toutes les divisions légères sont totalement dominées par les Japonais. Et on est en train de parler là du pound for pound mondial. Dans les divisions des poids à coque, les bantamweight, les flyweight, les Japonais dominent totalement le classement. On dirait presque qu'il s'agit d'un classement japonais. En boxe, par exemple, le Japon a 2 combattants dans le top 10 pound for pound. Même si le MMA est un sport différent, cela montre le talent brut dont dispose le Japon dans les sports de combat. Avec le bon catalyseur, une transition vers le MMA pourrait produire une énorme vague de nouveaux talents pour l'UFC. Et c'est ici qu'intervient Kaya Sakura. Asakura est une véritable menace pour le titre d'Alexandre Pantoja, avec des victoires impressionnantes contre des combattants de haut niveau, notamment Kyoji Horiguchi. Signer Asakura directement depuis le Rizin et lui offrir un combat pour le titre dès son arrivée envoie un message clair.
l'UFC est un choix viable pour les combattants japonais. Cela rappelle également que des talents comme Tatsuro Taira, qui sont venus directement de promotions beaucoup moins prestigieuses que le Rizin, peuvent gravir eux aussi les échelons à l'UFC. Bien sûr, d'un point de vue financier, le marché japonais est extrêmement fan de sport de combat et bien sûr, je ne vous apprends rien avec l'histoire du Pride. C'est un marché qui est très très chaud. Donc, dans une situation ou dans une configuration où on a l'UFC qui a un peu de mal avec de grosses stars, qui n'a techniquement que Pereira et éventuellement John Jones quand il décide de combattre, l'UFC, on le dit depuis des mois, l'UFC est désespéré. Ils ont besoin de nouvelles stars, surtout que dans quelques mois ou l'année prochaine, ils doivent renouveler leur contrat et leur droit télé. Donc, c'est tout cet environnement qui pousse en fait l'UFC à conquérir le marché japonais, le marché chinois et le marché asiatique de façon beaucoup plus large. C'était tout pour moi aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez avec vos amis fans du MMA.